Et donc, on peut se projeter pour la suite. Troisième partie, les perspectives d'avenir. Premièrement, on l'a dit, je pense que ça va passer par un changement de coach. Voilà, on a entendu des trucs, apparemment Vogel a été menacé, c'était même sorti avant le match 4, rendez-vous compte. Mais donc voilà, je pense que Vogel, c'est un peu fini, Frank Vogel, il va prendre son chèque, il va partir. Et donc voilà, où est-ce qu'on va aller maintenant? Quelles sont un peu les options? Parmi les assistants un peu stars du moment, vous savez que souvent on va piocher dans les assistants de coach en place, c'est souvent eux les nouveaux head coach ensuite qui sont propulsés sur le devant de la scène. Celui qui a le plus la cote sans doute, c'est Jordi Fernandez qui a déjà été engagé par Brooklyn, donc ça y est, ça c'est fini. Mais sinon, parmi ceux qui ont la cote pas mal actuellement, on a Charles Lee de Boston, Charles Lee actuellement qui a plutôt la cote et son nom revient pas mal. Donc assistant de Boston, je peux pas vous en dire plus que ça, hein, mais assistant de Mazzulla. On a aussi Lindsay Harding. Est-ce que vous connaissez Lindsay Harding, qui est une femme qui est la coach de l'équipe de D-League des Kings de Sacramento et qui a été championne de D-League, hein, si je dis pas de bêtises. Peut-être que j'en dis, mais voilà. Depuis on a aussi entendu son nom sur plusieurs coaching opportunités de coach, un peu partout en NBA. David Adelman aussi, le fils de Rick Adelman, hein, le fameux Rick Adelman, mais assistant de Denver, qui apparemment son nom revient aussi pas mal cet été, enfin cette intersaison, puisqu'on est encore en avril. Chris Quinn aussi, vous savez, l'assistant de Spoelstra à Miami, qui a été, d'ailleurs j'ai appris il y a pas longtemps, qui était un ancien joueur NBA, mi-année 2000, alors que je savais pas du tout. Et vous savez, c'est celui qui a un peu la houppette de Tintin et qui est très bodybuildé, enfin assez bodybuildé, qui a des énormes biceps. Et c'est marrant parce que vous allez voir des images de quand il était joueur, il a pas du tout ces biceps là. Et depuis il a ça, mais bref. Chris Quinn aussi, son nom revient pas mal. Donc ça c'est un peu pour le côté assistant. Après il nous reste encore des anciens coachs. Donc premièrement Mike Budenholzer. Et là j'avoue que je serais intrigué. Je serais vraiment très intrigué par Bud, parce que on sait que c'est pas non plus quelqu'un qui a une adaptabilité en playoff qui est excellentissime. Enfin, son bilan n'est pas parfait. Moi, je le nuancerais grandement. Même le côté de playoff, je nuancerais grandement parfois les critiques. Mais par contre, ce qu'on sait, c'est que c'est un excellentissime coach NBA, premièrement, et notamment, plus spécifiquement, un excellentissime coach offensif. Bud, si vous vous souvenez pas, assistant de Popovich, notamment. Alors le pauvre, il part en 2013, à l'été 2013, donc il n'est pas champion en 2014, mais assistant historique de Popovich. Ensuite, il part aux Hawks, et là, il construit, vous savez, l'équipe à 60 victoires avec que des lieutenants. Grosso modo, vous savez, Jeff Teague, Al Horford, Paul Millsap, Kyle Korver, les 4 All-Stars, avec en plus Desmarais Carroll. Voilà, la fameuse équipe des Hawks de 2015, qui donc est une excellentissime attaque, alors qu'il n'y a pas non plus d'énormes créateurs offensifs de haut niveau. Il va à Milwaukee, qu'est-ce qui se passe? Il arrive, optimisation directement de Antetokounmpo qui passe du statut de All-NBA à MVP d'un coup, et qui nous fait ses meilleures saisons en carrière depuis, qui est dans son prime depuis. Voilà, Bud, en termes d'optimisation offensive, c'est quand même assez génial. Donc, j'avoue que c'est ça que j'aurais envie de voir, hein, côté Phoenix. Vraiment. Donc c'est un peu mon favori, moi. En tout cas, mon favori. Non pas, ça va arriver, mais si c'était moi, en tout cas, je prendrais Bud. Il y a aussi... Kenny Atkinson, qui est libre. Kenny Atkinson, l'ancien coach de Brooklyn, lui aussi plutôt pas mal tactiquement, qui est actuellement assistant aux Warriors, qui avait failli partir, souvenez-vous, côté Charlotte, mais qui ne l'avait pas fait. Et moi, je pense que, mine de rien, s'il n'est pas parti à Charlotte, c'est que, moi, m'est avis qu'on lui a promis la place après Steve Kerr. Voilà. Je pense que c'est un peu pour ça qu'il n'est pas parti, qu'il a fait machine arrière à l'époque. Je pense que d'ici 1 an, 2 ans, 3 ans, grosso modo, voilà. Steve Kerr, tu vas t'en aller. Et puis ce sera la place de Kenny Atkinson, mais c'est pas officiel, hein, c'est que je ne fais que supposer, donc peut-être pas. Et puis sinon, il y en a un autre qui me plairait beaucoup, notamment pour le côté offensif, c'est James Borrego. Vous connaissez mon amour pour James Borrego, l'ancien coach de Charlotte à l'époque, qui était un magnifique Charlotte, magnifique tactiquement, à défaut d'être au niveau du talent, mais c'était magnifique tactiquement. On retrouve d'ailleurs son génie tactique cette saison côté Pelicans, puisqu'il est assistant aux Pelicans. Et voilà, Borrego aussi, moi j'aime beaucoup, vraiment beaucoup le côté créativité tactique. Donc ça, ce serait génial à Phoenix. Donc voilà. Donc je ne sais pas qui sera le prochain coach, mais voilà un peu pour quelques pistes si ça vous intéresse. Et puis je pense qu'il faut aussi partir sur l'aspect de perspective sportive. On est un peu obligé de mélanger ça avec l'aspect financier. Et en effet, comment parler de Phoenix si ce n'est en parler notamment de par les finances en fait, parce que très simplement, vous le savez, Booker, Bradley Beal, Kevin Durant, c'est 50 millions chacun
c'est 3 Supermax, je crois, ou pas loin. C'est 150 millions de dollars à E3 déjà. 150 millions à E3 l'an prochain mobilisé, parce que 50 millions, c'est l'année. 50 millions l'année, le salaire. Donc l'an prochain, déjà, ils sont à 150 millions que à E3, sachant que le salary cap, donc le budget salarial sur lequel tout le monde s'est mis d'accord, les équipes ne doivent pas dépasser ce budget, notamment, c'est 141 millions. Donc voilà, vous savez qu'en NBA, il y a le fameux salary cap, le budget un peu commun. Le salary cap, l'an prochain, il est projeté autour des 141 millions, alors que les 3 déjà sont déjà à 150. Bon, comment ça se fait? C'est parce qu'on a le droit de dépasser, en effet. On a le droit de dépasser, et au fur et à mesure, plus on dépasse, plus on paye de taxes. Évidemment, pour un peu dissuader, c'est pas un hard cap où on n'a pas le droit de dépasser, c'est un soft cap, mais avec des taxes de plus en plus grandes. Et donc, l'an prochain, ils sont déjà projetés pour être, donc, non pas que les 3, mais l'effectif complet, 89 millions au-dessus du cap, déjà l'an prochain. D'ailleurs, je sais peut-être même un peu plus, parce que je crois qu'ils n'ont pas pris en compte, là, dans mon site, la prolongation de Grayson Allen. Donc, peut-être même un peu plus encore. Donc, ils sont déjà 89 millions au-dessus du cap, et même plus que ça, ils sont 18 millions au-dessus en termes de salary cap. De luxury tax. Donc, ils vont payer déjà énormément en termes de luxury tax. Ça, à la limite, le propriétaire, il s'en fiche, s'il veut payer, il paye des taxes. Mais sauf que, c'est pas juste un côté, ça va faire mal au portefeuille de Matijba, ça, je crois, le propriétaire des Suns. C'est pas que ça. Il y a aussi des répercussions sportives directes. C'est-à-dire que, vous savez que dans le nouveau CBA qui vient de rentrer en compte, les nouvelles règles, le nouvel accord commun entre le syndicat des joueurs et les propriétaires, tout le monde se met d'accord, les règles de base, grosso modo. Dans ces règles de base, le nouveau CBA, le nouvel accord, il y a ce qu'on appelle les aprons, donc les éperons. Et ils sont dans déjà le deuxième apron, c'est-à-dire que ils sont dans la catégorie des équipes qui ont déjà une masse salariale tellement élevée que dans cette deuxième catégorie, les règles sont très strictes. Donc comme dit, en NBA, il n'y a pas de hard cap, il n'y a pas un total où tu ne peux pas dépasser, mais il y a aussi des malus en fait, pour dissuader d'aller au-dessus, pour dissuader de casser ces règles, de dépasser la somme. Et donc, dans le deuxième apron, donc, tu n'as pas le droit d'avoir la mid-level exception, qui est donc une exception en dehors du salary cap. Tu as une exception de pouvoir signer un joueur avec un certain montant relativement élevé. Ça va pas être une star, mais c'est quand même un petit budget pour un top role player d'habitude. Donc ça, tant qu'ils sont dans le second apron, ils pourront pas l'avoir. L'exception de cette année, de la mid-level exception, ils pourront que signer des joueurs au minimum. Donc c'est un peu c'est le méga malus. On est obligé de commencer par ça parce que on ne peut pas parler de construction d'équipe si on ne parle pas de ça. Après, je vais pas vous détailler un peu les technicalités de tout ce qui est salary cap, etc. C'est un peu barbant. Et puis de toute façon, le podcast n'est pas le bon format pour détailler ça non plus. C'est très complexe et en fait, c'est comme avec les stats. L'important, c'est juste de comprendre l'idée qu'il y a derrière et pas la technicalité, les chiffres en eux-mêmes. Ça, on s'en fiche un peu. Donc, je vais pas vous embêter avec ça, mais sachez qu'il y a un peu ce thème principal. C'est ça qu'il faut retenir. C'est pas les détails techniques de telle exception, tel truc, tel chiffre, etc. Ça, on s'en fiche. Non. Ce qu'il faut retenir, c'est les contraintes de construction sportive qui directement sont la conséquence de ces contraintes salariales, en fait. Et donc, Grayson Allen a été prolongé, déjà. Il a été prolongé avec ce qu'on appelle les bird rights. Donc, en fait, quand tu as les bird rights de Larry Bird, à l'époque, quand tu as les droits de quelqu'un, tu as le droit de dépasser le cap pour le prolonger. C'est pas, t'as pas le droit de signer quelqu'un d'autre dans la free agency sur une énorme somme si t'as pas l'espace. Mais par contre, si t'as déjà quelqu'un et que tu as ces droits, tu peux le prolonger en dépassant le cap. Voilà. Donc, ils l'ont déjà fait avec Grayson Allen. Et normalement, moi, je m'attends à ce qu'ils le fassent avec Royce O'Neal, puisqu'ils l'ont récupéré aussi pour ça, à mon avis. Ils l'ont récupéré à la trade deadline. Ils ont récupéré ses droits aussi, du coup. Et donc, même s'ils sont déjà très hauts dans leur budget salarial, ils vont pouvoir dépasser le cap en le prolongeant. Voilà, c'est ça les burn rights. Donc normalement, Royce O'Neal, ça devrait rester aussi, quitte à être échangé plus tard, mais voilà. Et puis pour moi, il y a 2 points clés en fait. On va faire assez rapidement. Il y a 2 points clés parce qu'il n'y a pas tant que ça de marge de manœuvre ou d'options disponibles pour les Suns. Il y a 2 points clés. Comment est-ce qu'on peut faire pour manœuvrer? D'un côté, Nurkic. De l'autre côté, peut-être Bradley Beal. Je mets un peu de côté la troisième option qui est Kevin Durant qui, encore une fois, comme souvent, non pas pète un câble, mais demande un peu son transfert. C'est pas à exclure non plus. Surtout que ça n'avait pas l'air d'aller très bien, apparemment dans le vestiaire avec Frank Vogel ou voilà. Donc peut-être aussi que Kevin Durant va demander son transfert à sortie de nulle part, mais je ne sais pas. En tout cas, du reste, donc, Nurkic et Bradley Beal.
Je pense, c'est un peu les pistes les plus probables. Pourquoi Bradley Beal ? Je pense que c'est peut-être le moins fort des trois, actuellement, je dirais. Et peut-être qu'il y a un peu ce truc de, est-ce qu'on n'essaierait pas de réparer notre erreur de l'an passé ? C'est-à-dire qu'on est venu se rajouter un troisième énorme salaire qui a des avantages mais qui a aussi l'inconvénient de mobiliser à lui seul une somme énorme. Or, tu pourrais totalement gagner en profondeur d'effectif en rééchangeant Bradley Beal et ses 50 millions contre 3 role-players à 15 millions chacun. Bon, ça fait pas 50, mais vous avez compris l'idée. Vous avez compris l'idée. Peut-être qu'un duo Booker-Durant, ça suffit, et que par contre, plutôt que d'avoir un Bradley Beal, tu as 3 top role-players, voire même 2 gros role-players et 2 petits. En fait, c'est peut-être une configuration d'équipe qui est bien meilleure. C'était un peu ça, hein, les critiques à l'époque de pourquoi est-ce que le trade de Bradley Beal a été mal vu. C'est pour ça que Alex de Trash Talk était venu nous faire les trophées du Basket Lab, on avait parlé. Voilà, il y a un peu cette idée que, certes, le talent, mais en fait, la NBA, c'est aussi un jeu à somme nulle, en fait. Avec cette règle des salaires où tu peux pas faire comme en foot, hein, comme le Real Madrid ou n'importe qui accumule des salaires et à l'infini, en fait. Non. Donc il y a aussi un côté jeu à somme nulle en NBA en termes de construction d'équipe, et donc, c'est pas que Bradley Beal est mauvais, c'est juste que peut-être que les 50 millions alloués à son salaire, tu pourrais les redistribuer autrement et donc avoir une meilleure profondeur d'effectifs et une meilleure qualité d'effectifs. Tout en sachant que tu passes de 3 à 2, mais peut-être que 2, Booker et Durant, c'est peut-être suffisant. Donc, je l'évoque, à quel point est-ce que Phoenix va vouloir peut-être un peu corriger ça en le rééchangeant. Le problème, au-delà de, mais peut-être qu'ils vont pas vouloir revenir sur ce choix-là, peut-être qu'ils vont pas vouloir se désavouer, peut-être qu'ils y croient encore, peut-être que, comme dit, avec un meilleur coach, tactiquement, ça peut faire de très grandes choses aussi, donc voilà. Mais l'autre obstacle, c'est que Bradley Beal a toujours sa no trade clause. Et oui, c'est le problème, hein, c'est que Bradley Beal, pour rester à Washington à l'époque, il lui avait offert ce truc qui était la no trade clause pour signer son supermax à l'époque, parce que lui, il voulait partir. Le GM de Washington lui a offert ça, mais sauf que c'était un cadeau empoisonné, parce que ensuite, Bradley Beal a pu décider de sa destination de trade, puisque du coup il a choisi Phoenix, et en gros, comme il pouvait choisir no trade clause, ça veut dire que tu peux choisir de pas être échangé à tel ou tel endroit. Voilà. Donc Washington a bien été obligé d'accepter la seule destination que Bradley Beal voulait. Donc ils ont une contrepartie sportive qui était extrêmement faible. Et là, je me demande à quel point, non, je me demande pas, ça peut être la même chose. Alors, peut-être que tu peux aussi trouver un moyen de l'envoyer dans une équipe intéressante, hein. Je sais pas, il y a plein d'endroits où il pourrait être cool et il pourrait accepter d'être échangé. Mais, ça reste un obstacle. Si lui a pas envie de partir, il peut ne pas partir. Voilà. C'est ça que ça veut dire, la no trade clause. C'est une clause de ne pas partir, littéralement. Donc ça peut être un obstacle, même si toi-même, en tant que front office des Suns, tu dis, allez, ok, il faut faire ça parce que c'est ce qui va un peu nous sauver en termes de salary cap, en termes de flexibilité de construction de roster, en termes de santé financière, etc., etc. Même si tu te décidais, c'est pas gagné d'avance parce qu'il y a encore cette no trade clause. Ok, donc mettons un peu de côté le cas Bradley Beal. L'autre point clé, à mon avis, c'est Nurkic. Et comme dit, le cas Nurkic est un peu complexe parce que d'un côté, il a fait une bonne saison, il a eu un vrai bon apport, notamment offensif, le côté créateur, le côté même fluidificateur de jeu, hein, le passing sur short roll, l'extra pass, etc. Le rebond offensif, il a beaucoup aidé là-dessus. Ok, mais comme dit aussi, de l'autre côté, c'est un joueur à compromis. C'est un joueur à compromis, et à quel point est-ce que, en dehors du compromis sportif, hein, attaque ou défense qu'on a déjà évoqué, à quel point c'est pas un peu ta seule solution pour te sortir un peu financièrement là. Parce que soit tu te sépares de Bradley Beal, Booker ou Durant, mais j'y crois pas trop. Je crois pas qu'ils vont se séparer de Booker du tout. Ça m'étonnerait Durant, à moins que Durant fasse un esclandre, et encore, même s'il le fait, vous avez vu qu'à Brooklyn, ils l'ont pas échangé de suite. Et Bradley Beal, il a le problème de, il peut décider de partir ou pas. Donc, je ne pense pas qu'ils se séparent de ce trio, et donc, conséquence directe, qui est le prochain sur la liste, c'est Nurkic. Nurkic, il est encore sous contrat 2 ans, donc 25 et 26, à 18 millions et 19 millions. Donc, oui, si tu l'échanges, tu t'affaiblis. Mais est-ce que c'est pas le seul moyen pour pouvoir un peu plus respirer en termes de construction d'équipe et pouvoir faire autre chose que signer vraiment des tout petits contrats minimum, en fait? Est-ce que ça vaudrait pas le coup de réfléchir et de se dire, certes, on va perdre un peu ce qu'il nous a apporté, mais à quel point est-ce que c'est pas plus rentable de se séparer de lui pour aller chercher d'autres renforts, peut-être sur d'autres postes, d'autres rôles, d'autres profils,
ou simplement ne pas être à ce point bloqué financièrement, quoi. Donc voilà, je sais pas. Je pense que c'est un peu le fusible qui pourrait sauter côté Suns, Nurkic, même si, comme dit, il a fait de bonnes choses cette saison et que de l'autre côté, on a aussi vu des limites. Je pense que au-delà du sportif, il y a aussi la question financière et ça m'étonnerait pas qu'il saute en début d'été pour avoir un peu de flexibilité. Ça m'étonnerait pas non plus qu'il bouge pas, mais voilà, je pense que s'il y a quelqu'un qui va peut-être sauter, ce sera lui. Et après, le reste de l'effectif, bon, ben, c'est assez pauvre, hein. C'est aussi la conséquence d'avoir autant d'argent sur 3 joueurs, c'est que ben, le reste, c'est assez pauvre, il reste pas beaucoup d'argent. Eric Gordon a une player option l'an prochain à 3 millions, autour de 3 millions, je pense que c'est assez rentable. Damian Lee aussi, team option à 3 millions, c'est rentable aussi, j'espère qu'il pourra d'ailleurs en jouer un peu plus, hein, Damian Lee. Josh Okogie aussi, player option à 3 millions, donc voilà, c'est pas non plus des tonnes. Drew Eubanks, player option à 2,7 millions, donc voilà. Et puis ils ont aussi récupéré David Roddy, vous savez, l'ancien de Memphis, qui est un sophomore, je crois. David Roddy, encore sous contrat rookie, donc une team option pour 2,8 millions l'an prochain. Et puis un autre petit contrat qui malheureusement a un peu déçu, mais qui pourrait être un joueur important pour la suite s'il progresse ne serait-ce qu'un peu et s'il y a besoin de lui pour apporter un peu justement cette profondeur à l'aile, c'est Nassir Little, l'ancien de North Carolina et l'ancien des Blazers, qui a signé un contrat vraiment assez petit pour les standards actuels, qui est à 6,8 millions l'an prochain, 7,3 millions ensuite et 7,8 millions, donc encore sous contrat pendant 3 ans. Honnêtement, si Nassir Little peut jouer 20-25 minutes de jeu chez ses Suns et avoir un apport positif, ce serait un énorme plus. Parce que tu aurais un joueur de rotation payé une misère. Mais voilà, je voulais quand même le citer parce qu'il peut aussi faire partie des gens qui peuvent sauter parce que c'est pas rien non plus. C'est tout de même un contrat avec une certaine somme. Donc si Phoenix en est un peu à gratter un peu de l'argent à droite à gauche, ça pourrait aussi tomber sur lui. Mais moi, comme dit, hein, s'il devient un vrai joueur de rotation qu'on lui donne la place, ça peut être un excellent coup pour l'avenir. D'ailleurs, comme David Roddy, je l'ai pas dit, mais David Roddy, contrat rookie, c'est excellentissime. Donc là, pour l'instant, il n'a pas été intégré, mais imaginons qu'il y a un nouveau coach, nouvelle intersaison, préparation, etc. David Roddy peut être un excellentissime coup pour les Suns. Parce que, on l'a déjà expliqué, mais les contrats rookies sont, il y a une disproportion qui est énorme entre l'impact sportif et le contrat, où les contrats rookies sont très structurés et très réglementés, et ce sont des sommes dérisoires parfois par rapport à l'apport. Vous prenez David Roddy, sur le marché des vétérans à 27 ans, il va coûter beaucoup plus cher que dans son contrat rookie drafté assez tard. Voilà, donc les contrats rookies sont excellentissimes pour construire une équipe. Le problème, c'est que Phoenix n'a pas de pick de draft. Le problème aussi, c'est que d'ailleurs, ils ont échangé Toumani Camara, qui aurait été, je pense, une bonne addition dans cet effectif. Maintenant, il est à Portland. Mais voilà, Toumani Camara, c'est typiquement le genre de joueur qui aurait fait du bien en termes de profondeur d'aile. Bref, donc Nassir Little et David Roddy, potentiellement, ça peut être de très bons coups pour l'an prochain, parce qu'ils coûtent pas cher, en fait. Ils coûtent pas cher, ils peuvent apporter pas mal, je pense. Donc voilà. Et donc, comme dit, le fusible, ça pourrait être Nurkic. Et le truc, c'est que, par quoi est-ce qu'on le remplace? C'est ça la question. Parce que si tu t'en sépares, en fait, il faut arriver à combler deux manques, qui sont que tu t'en sépares pour prendre quelqu'un de moins cher, évidemment, mais il faut quand même que tu prennes quelqu'un. Et quelqu'un au maximum bon par rapport à ton portefeuille. C'est tout le but de la manœuvre, hein. Si tu t'en sépares, c'est pour respirer un peu plus financièrement. Donc, il faut que tu prennes un autre pivot qui soit moins cher, mais il faut pas que ça soit cata non plus, quoi. Donc voyons un peu quelles sont les options sur le marché. À la fois un pivot le meilleur possible et pas cher. Moi, que j'aime pas mal, alors tout est relatif, hein, évidemment, mais que j'aime pas mal et qui est pas cher, côté Charlotte, nous avons Nick Richards, qui est un peu le pivot classique, catch and finish, d'un côté du terrain en attaque, assez classique de catch and finish, et de l'autre côté un peu défenseur, mais évidemment, si vous avez pas beaucoup entendu parler de lui, ou s'il n'est pas dans une excellente équipe, c'est que, certes, c'est un peu un côté protecteur de panier, mais clairement pas d'élite, hein. Il y a de la taille, il y a de l'envergure de bras, il y a quelques bons trucs, mais c'est pas la folie. Mais, voilà, je me demande à quel point est-ce que déjà, ne serait-ce que sa verticalité, et le côté catch and finish, pour pas cher, à quel point ça peut aider. Nick Richards, c'est à peine 5 millions par an. Donc, ça ferait de sacrées économies par rapport à Nurkic qui est à 18-19, quoi. Et ça pourrait permettre bien sûr que c'est moins bon. Bien sûr. Mais à quel point il peut pas aussi apporter d'autres choses en termes de verticalité ou de défense du panier un peu athlétique, ok? Et de l'autre côté, tu le fais pour respirer un peu plus financièrement et
à quel point c'est pas mieux d'avoir Nick Richards plus un ou deux 3&D un peu plus cher que le minimum, plutôt que Nurkic à 18. Parce que évidemment que Nurkic est meilleur. Évidemment. Mais la question c'est à quel point tu peux pas arriver à prendre un moins cher, moins bon, pour avoir d'autres choses à côté. Donc voilà, Richards pour moi c'est une option. Côté Clippers aussi, Daniel Theis va être disponible, tout comme Mason Plumlee. Bon, voilà, moi j'aime bien, à choisir, je préfère Daniel Theis, côté un peu défense polyvalente à défaut de génial, mais il peut un peu tout faire, et puis un peu de shoot aussi. Donc ça peut être pas mal pour vraiment pas cher. J'aime beaucoup Theis depuis Boston à l'époque. Plumlee j'aime un peu moins, mais bon, pour pas cher ça peut aller aussi. Bon, alors il y en a un qui a une player option pour l'an prochain. Est-ce qu'il va la prendre ou pas? C'est Richaun Holmes, mais qui a un peu disparu des radars, mais voilà. Sur ma liste un peu des joueurs pas chers qui vont être disponibles, je pense qu'on a Richaun Holmes, mais bon, voilà. Je pense que ça va pas le faire du tout. Parmi les joueurs dispo, certes, Nick Claxton, et pour l'instant il est pas cher, mais on est sur du... À mon avis, Claxton, c'est no way, quoi. C'est no way, à moins qu'on échange Bradley Beal ou que, voilà. Mais non, Claxton, va y avoir beaucoup de monde sur le coup. Ça va être, c'est, je pense, un des meilleurs joueurs du marché. Donc, il y aura pas la place pour le signer côté Phoenix, évidemment. Par contre, il y a une autre option à Brooklyn qui m'intéresse un peu. À quel point est-ce que c'est possible de faire un échange avec Day'Ron Sharpe plus, par exemple, Dorian Finney-Smith. Donc, l'idée, ce serait de transformer les 18 ou 19 millions de Nurkic en un autre role player un peu 3&D avec Finney-Smith plus un pivot forcément moins bon, mais très peu cher, quoi. Day'Ron Sharpe, je ne sais pas, j'énumère un peu les trucs sur le marché. On a aussi Robert Williams qui est à 12 millions à peine, mais bon, le côté blessure, malheureusement. Quoique vous savez qu'à une époque, les Suns étaient connus pour justement requinquer les mecs. Mais voilà, Robert Williams techniquement est sur le marché, mais je suis pas sûr. Après, pourquoi pas un Jakob Poeltl, mais bon, on est sur du 20 millions, donc c'est quand même un énorme tarif. Qui est meilleur à mon avis, meilleur que Nurkic, notamment défensivement. Moi, ça me plairait beaucoup, mais voilà, c'est quand même très cher, Jakob Poeltl. Et puis, à mon avis, Poeltl, ils le laisseront partir que contre un gros package. On connaît le GM de Toronto, Masai Ujiri. Voilà, et je pense que les Suns n'ont plus du tout d'assets à dépenser. Donc voilà. Parmi les free agents d'ailleurs, on a aussi Hartenstein, mais lui aussi, je pense qu'il va prendre un beau chèque, même si cette année il a 8 millions, donc il est sur ma liste là. Mais non, Hartenstein évidemment. C'est une star désormais. Et puis non, moi l'autre nom que j'avais et qui est un peu sous les radars et que j'aime beaucoup, vous le savez si vous écoutez l'hebdo, Goga Bitadze. Goga Bitadze qui a été le pivot backup d'Orlando cette saison, qui a été titulaire pendant une bonne partie de l'année quand Carter Jr. était blessé, qui est resté titulaire un moment quand Carter Jr. est revenu, qui ensuite a redégringolé dans la hiérarchie, derrière même des Mo Wagner et puis Isaac qui joue en playoff là, qui joue pivot, etc. Et Bitadze va être free agent. Je crois qu'il va même être unrestricted free agent, donc free agent non restreint cet été, puisque oui, il a été contrat rookie 2019, draft 2019, et il a été coupé. Donc il est plus sous le vrai contrat rookie. Donc ouais, unrestricted free agent, franchement, ça peut être un excellentissime coup. Goga. Parce qu'on a vu que d'ailleurs, à Orlando, la défense n'était pas forcément beaucoup moins bonne. Quand il était là, c'est quelqu'un qui a pas le même profil que Carter Jr., mais qui est très grand, qui a une très belle envergure de bras, qui est très mobile aussi pour sa taille, c'est assez cool, qui a du passing, enfin, Goga, moi j'adore, on a déjà parlé dans l'hebdo si ça vous dit d'aller checker ça en plus en détail, mais voilà, j'aime beaucoup Goga Bitadze et qui pourrait vraiment être une bonne signature à mon avis, et pour moi, si c'est le pivot titulaire des Suns, j'ai pas de problème. Autant Day'Ron Sharpe, c'est un peu limite, autant Theis, bon, ça peut passer, Richards, c'est limite aussi, voilà. Bitadze, Goga Bitadze, moi je suis plus chaud quand même. Je suis plus chaud. C'est peut-être mon côté scouting, mais non, je trouve qu'il est quand même pas mal. Je trouve qu'il est pas mal et qu'il est un peu passé sous les radars depuis son arrivée en NBA. Sauf que on a vu Orlando que ouais, c'était quand même assez sympa quand il jouait. Donc voilà, peut-être le grand coup, pas le meilleur joueur du marché, mais peut-être le meilleur coup en rapport qualité-prix, ce sera peut-être Bitadze qui va pas non plus être beaucoup. Et donc, on peut se projeter pour la suite. Troisième partie, les perspectives d'avenir. Premièrement, on l'a dit, je pense que ça va passer par un changement de coach. Voilà, on a entendu des trucs, apparemment Vogel a été menacé, c'était même sorti avant le match 4, rendez-vous compte. Mais donc voilà, je pense que Vogel, c'est un peu fini, Frank Vogel, il va prendre son chèque, il va partir. Et donc voilà, où est-ce qu'on va aller maintenant ?
quelles sont un peu les options. Parmi les assistants un peu stars du moment, vous savez que souvent on va piocher dans les assistants de coach en place. C'est souvent eux les nouveaux head coach ensuite qui sont propulsés sur le devant de la scène. Celui qui a le plus la cote sans doute, c'est Jordi Fernandez qui a déjà été engagé par Brooklyn, donc ça y est, ça c'est fini. Mais sinon, parmi ceux qui ont la cote pas mal actuellement, on a Charles Lee de Boston. Charles Lee actuellement qui a plutôt la cote et son nom revient pas mal. Donc assistant de Boston, je peux pas vous en dire plus que ça, hein, mais assistant de Mazzulla. On a aussi Lindsay Harding. Est-ce que vous connaissez Lindsay Harding, qui est une femme qui est la coach de l'équipe de D-League des Kings de Sacramento et qui a été championne de D-League, hein, si je dis pas de bêtises. Peut-être que j'en dis, mais voilà. Depuis, on a aussi entendu son nom sur plusieurs coaching opportunités de coach, un peu partout en NBA. David Adelman aussi, le fils de Rick Adelman, hein, le fameux Rick Adelman, mais assistant de Denver, qui apparemment son nom revient aussi pas mal cet été, enfin cette intersaison, puisqu'on est encore en avril. Chris Quinn aussi, vous savez, l'assistant de Spoelstra à Miami, qui a été, d'ailleurs j'ai appris il y a pas longtemps, qui était un ancien joueur NBA, mi-année 2000, alors que je savais pas du tout. Mais vous savez, c'est celui qui a un peu la houppette de Tintin et qui est très bodybuildé, enfin assez bodybuildé, qui a des énormes biceps. Et c'est marrant parce que vous allez voir des images de quand il était joueur, il a pas du tout ces biceps là. Et depuis il a ça. Mais bref, Chris Quinn aussi, son nom revient pas mal. Donc ça c'est un peu pour le côté assistant. Après il nous reste encore des anciens coachs. Donc premièrement Mike Budenholzer. Et là j'avoue que je serais intrigué. Je serais vraiment très intrigué par Bud parce que on sait que c'est pas non plus quelqu'un qui a une adaptabilité en playoff qui est excellentissime. Enfin, son bilan n'est pas parfait. Moi, je le nuancerais grandement. Même le côté de playoff, je nuancerais grandement parfois les critiques. Mais par contre, ce qu'on sait, c'est que c'est un excellentissime coach NBA, premièrement, et notamment, plus spécifiquement, un excellentissime coach offensif. Bud, si vous vous souvenez pas, assistant de Popovich, notamment. Alors le pauvre, il part en 2013, à l'été 2013, donc il n'est pas champion en 2014, mais assistant historique de Popovich. Ensuite, il part aux Hawks, et là, il construit, vous savez, l'équipe à 60 victoires avec que des lieutenants. Grosso modo, vous savez, Jeff Teague, Al Horford, Paul Millsap, Kyle Korver, les 4 All-Stars, avec en plus DeMarre Carroll. Voilà, la fameuse équipe des Hawks de 2015, qui donc est une excellentissime attaque, alors qu'il n'y a pas non plus d'énormes créateurs offensifs de haut niveau. Il va à Milwaukee, qu'est-ce qui se passe? Il arrive, optimisation directement de Antetokounmpo qui passe du statut de All-NBA à MVP d'un coup, et qui nous fait ses meilleures saisons en carrière depuis, qui est dans son prime depuis. Voilà, Bud, en termes d'optimisation offensive, c'est quand même assez génial. Donc, j'avoue que c'est ça que j'aurais envie de voir, côté Phoenix. Vraiment. Donc c'est un peu mon favori, moi. En tout cas, mon favori. Non pas ça va arriver, mais si c'était moi, en tout cas, je prendrais Bud. Il y a aussi Kenny Atkinson qui est libre. Kenny Atkinson, l'ancien coach de Brooklyn, lui aussi plutôt pas mal tactiquement, qui est actuellement assistant aux Warriors, qui avait failli partir, souvenez-vous, côté Charlotte, mais qui ne l'avait pas fait. Et moi, je pense que, mine de rien, s'il n'est pas parti à Charlotte, c'est que, moi, m'est avis qu'on lui a promis la place après Steve Kerr. Voilà. Je pense que c'est un peu pour ça qu'il n'est pas parti, qu'il a fait machine arrière à l'époque. Je pense que d'ici 1 an, 2 ans, 3 ans, grosso modo, voilà. Steve Kerr, tu vas t'en aller. Et puis, ce sera la place de Kenny Atkinson. Mais c'est pas officiel, c'est que je ne fais que supposer, donc peut-être pas. Et puis, sinon, il y en a un autre qui me plairait beaucoup, notamment pour le côté offensif, c'est James Borrego. Vous connaissez mon amour pour James Borrego, l'ancien coach de Charlotte à l'époque, qui était un magnifique Charlotte, magnifique, tactiquement, à défaut d'être au niveau du talent, mais c'était magnifique tactiquement. On retrouve d'ailleurs son génie tactique cette saison côté Pelicans, puisqu'il est assistant aux Pelicans. Et voilà, Borrego aussi, moi j'aime beaucoup, vraiment beaucoup le côté créativité tactique. Donc ça, ce serait génial à Phoenix. Donc voilà. Donc je ne sais pas qui sera le prochain coach, mais voilà un peu pour quelques pistes si ça vous intéresse. Et puis je pense qu'il faut aussi partir sur l'aspect de perspective sportive. On est un peu obligé de mélanger ça avec l'aspect financier. Et en effet, comment parler de Phoenix si ce n'est en parler notamment de par les finances en fait, parce que très simplement, vous le savez, Booker, Bradley Beal, Kevin Durant, c'est 50 millions chacun, c'est 3 supermax, je crois, ou pas loin. C'est 150 millions de dollars à eux 3 déjà, 150 millions à eux 3 l'an prochain mobilisé, parce que 50 millions c'est l'année, 50 millions l'année le salaire. Donc l'an prochain déjà, ils sont à 150 millions que à eux 3, sachant que le salary cap, donc le budget salarial sur lequel tout le monde s'est mis d'accord, les équipes ne doivent pas dépasser ce budget notamment, c'est 141 millions.
Donc voilà, vous savez qu'en NBA, il y a le fameux salary cap, le budget un peu commun. Le salary cap, l'an prochain, il est projeté autour des 141 millions, alors que les trois déjà sont déjà à 150. Bon, comment ça se fait? C'est parce qu'on a le droit de dépasser, en effet. On a le droit de dépasser, et au fur et à mesure, plus on dépasse, plus on paye de taxes. Évidemment, pour un peu dissuader, c'est pas un hard cap où on n'a pas le droit de dépasser, c'est un soft cap, mais avec des taxes de plus en plus grandes. Et donc, l'an prochain, ils sont déjà projetés pour être, donc, non pas que les trois, mais l'effectif complet, 89 millions au-dessus du cap, déjà l'an prochain. D'ailleurs, je sais peut-être même un peu plus, parce que je crois qu'ils n'ont pas pris en compte là, dans mon site, la prolongation de Grayson Allen. Donc peut-être même un peu plus encore. Donc ils sont déjà 89 millions au-dessus du cap, et même plus que ça, ils sont 18 millions au-dessus en termes de salary cap. De luxury tax. Donc ils vont payer déjà énormément en termes de luxury tax. Ça, à la limite, le propriétaire, il s'en fiche, hein. S'il veut payer, il paye les taxes. Mais sauf que c'est pas juste un côté, ça va faire mal au portefeuille de Matishba, ça, hein, je crois, propriétaire des Suns. C'est pas que ça. Il y a aussi des répercussions sportives directes. C'est-à-dire que, vous savez que dans le nouveau CBA qui vient de rentrer en compte, hein, les nouvelles règles, le nouvel accord commun entre le syndicat des joueurs et les propriétaires, tout le monde se met d'accord, les règles de base, grosso modo. Dans ces règles de base, le nouveau CBA, le nouvel accord, il y a ce qu'on appelle les aprons, donc les éperons. Et ils sont dans déjà le deuxième apron, c'est-à-dire que ils sont dans la catégorie des équipes qui ont déjà une masse salariale tellement élevée que dans cette deuxième catégorie, les règles sont très strictes. Donc comme dit, en NBA, il n'y a pas de hard cap, il n'y a pas un total où tu ne peux pas dépasser, mais il y a aussi des malus en fait, pour dissuader d'aller au-dessus, pour dissuader de casser ces règles, de dépasser la somme. Et donc, dans le deuxième apron, donc, tu n'as pas le droit d'avoir la mid-level exception, qui est donc une exception en dehors du salary cap. Tu as une exception de pouvoir signer un joueur avec un certain montant relativement élevé. Ça va pas être une star, hein, mais c'est quand même un petit budget pour un top role player d'habitude. Donc ça, tant qu'ils sont dans le second apron, ils pourront pas l'avoir. L'exception de cette année, de la mid-level exception, ils pourront que signer des joueurs au minimum. Donc c'est un peu c'est le méga malus. On est obligé de commencer par ça parce que on ne peut pas parler de construction d'équipe si on ne parle pas de ça. Après, je vais pas vous détailler un peu les technicalités de tout ce qu'est salary cap, etc. C'est un peu barbant. Puis de toute façon, le podcast n'est pas le bon format pour détailler ça non plus. C'est très complexe et en fait, c'est comme avec les stats, hein. L'important, c'est juste de comprendre l'idée qu'il y a derrière et pas la technicalité, les chiffres en eux-mêmes. Ça, on s'en fiche un peu. Donc, je vais pas vous embêter avec ça, mais sachez qu'il y a un peu ce thème principal. C'est ça qu'il faut retenir. C'est pas les détails techniques de telle exception, tel truc, tel chiffre, etc. Ça, on s'en fiche, non. Ce qu'il faut retenir, c'est les contraintes de construction sportive qui directement sont la conséquence de ces contraintes salariales, en fait. Et donc, Grayson Allen a été prolongé, déjà. Il a été prolongé avec ce qu'on appelle les bird rights. Donc, en fait, quand tu as les bird rights de Larry Bird, hein, à l'époque, quand tu as les droits de quelqu'un, tu as le droit de dépasser le cap pour le prolonger, hein. C'est pas, t'as pas le droit de signer quelqu'un d'autre dans la free agency sur une énorme somme si t'as pas l'espace. Mais par contre, si t'as déjà quelqu'un et que tu as ses droits, tu peux le prolonger en dépassant le cap. Voilà. Donc, ils l'ont déjà fait avec Grayson Allen. Et normalement, moi, je m'attends à ce qu'ils le fassent avec Royce O'Neal, puisqu'ils l'ont récupéré aussi pour ça, à mon avis. Ils l'ont récupéré à la trade deadline. Ils ont récupéré ses droits aussi, du coup. Et donc, même s'ils sont déjà très hauts dans leur budget salarial, ils vont pouvoir dépasser le cap en le prolongeant. Voilà, c'est ça les burn rights. Donc normalement, Royce O'Neal, ça devrait rester aussi, quitte à être échangé plus tard, mais voilà. Et puis pour moi, il y a 2 points clés en fait. On va faire assez rapidement. Il y a 2 points clés parce qu'il n'y a pas tant que ça de marge de manœuvre ou d'options disponibles pour les Suns. Il y a 2 points clés. Comment est-ce qu'on peut faire pour manœuvrer? D'un côté, Nurkic. De l'autre côté, peut-être Bradley Beal. Je mets un peu de côté la troisième option qui est Kevin Durant, qui encore une fois, comme souvent, non pas pète un câble, mais demande un peu son transfert. C'est pas à exclure non plus. Surtout que ça n'avait pas l'air d'aller très bien, apparemment dans le vestiaire avec Frank Vogel ou voilà. Donc peut-être aussi que Kevin Durant va demander son transfert à sortir de nulle part, mais je ne sais pas. En tout cas, du reste, donc Nurkic et Bradley Beal. Je pense, hein, c'est un peu les pistes les plus probables. Pourquoi Bradley Beal? Je pense que c'est peut-être le moins fort des trois actuellement, je dirais. Et peut-être qu'il y a un peu ce truc de est-ce qu'on n'essaierait pas de réparer notre erreur de l'an passé? C'est-à-dire qu'on est venu se rajouter un 3e énorme salaire qui a des avantages mais qui a aussi l'inconvénient de mobiliser à lui seul une somme énorme.
Or, tu pourrais totalement gagner en profondeur d'effectif en rééchangeant Bradley Beal, et c'est 50 millions contre 3 role-players à 15 millions chacun. Bon, ça fait pas 50, mais vous avez compris l'idée. Vous avez compris l'idée. Peut-être qu'un duo Booker-Durant, ça suffit, et que par contre, plutôt que d'avoir un Bradley Beal, tu as 3 top role-players, voire même 2 gros role-players et 2 petits. En fait, c'est peut-être une configuration d'équipe qui est bien meilleure. C'était un peu ça, hein, les critiques à l'époque de pourquoi est-ce que le trade de Bradley Beal a été mal vu. C'est pour ça que Alex de Trash Talk était venu nous faire les trophées du Basket Lab, on avait parlé. Voilà, il y a un peu cette idée que, certes, le talent, mais en fait, la NBA, c'est aussi un jeu à somme nulle, en fait. Avec cette règle des salaires où tu peux pas faire comme en foot, hein, comme le Real Madrid, où